auditeurs, bonsoir à tous. Vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Très heureuse de vous retrouver sur le plateau d'Accès Direct pour une petite heure d'actu et de rencontres. Agriculture, montagne et produits locaux au programme de ce mardi 12 mars 2019. Cédric Laborel, le nouveau président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc, me rejoint dans quelques secondes. Éleveur laitier dans les Bauges, il devra faire face à plusieurs défis dans les mois à venir. Nous ferons le point. Eux ont décidé de tourner la page, celle de Bon Appétit. Après 8 ans de cette web-série devenue culte sur les réseaux sociaux, le duo de la vallée des Bellevilles, Victor et Fabien, ont mis fin à cette aventure et nous diront pourquoi. Enfin, ils ont pour point commun l'ancrage local et l'amour du Génépi. Mélange des Alpes et Snow Leader ont décidé de travailler ensemble. Comment, pourquoi, ils nous diront tout à la fin de cette émission. Mais avant, on attaque comme chaque jour avec les titres du JT, avec un faux départ. Salut Clémence. Je t'attendais. Et on commence avec une date fatidique, celle du Brexit peut-être, à voir le 29 mars. En tout cas, on se prépare aux éventuelles conséquences dans les stations. On se prépare effectivement et c'est surtout l'inquiétude qui domine en ce moment puisque il y a de nombreux ressortissants britanniques qui sont en station et ils ont un réel poids dans l'économie locale. Donc Victoria Lopez ce soir nous propose un petit reportage pour faire effectivement le point sur la situation. Et puis du nouveau pour les pompiers de Thonon. Et oui, les pompiers, les sapeurs-pompiers même de Thonon-les-Bains ont déménagé. Ils restent dans la ville, une nouvelle caserne, mais dans la même ville. Et là, c'est Camille Rivollet qui était sur place ce matin pour la descente des couleurs de l'ancienne caserne. Oui, il y a tout un cérémonial, je crois, quand les pompiers déménagent. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Merci Clémence, je te retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. J'accueille mon premier invité, Cédric Laborel, le nouveau président de la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau d'Accès Direct. Alors, il y a une semaine tout juste, vous avez été élu président de cette chambre d'agriculture réunie sur les deux départements depuis quelques années déjà. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes éleveur laitier à l'Escheren, dans les Bauges. Quelle va être votre priorité numéro 1 pour cette mandature ? Si on doit en mettre vraiment une en avant, je pense que c'est l'installation et le renouvellement des générations. Sur les deux Savoies, on a à peu près 50% de nos producteurs qui ont plus de 55 ans. Ça veut dire que dans les 10 ans qui arrivent, on a la moitié de la population agricole à renouveler. Donc du coup, pour moi, c'est l'enjeu majeur de la... Et ça ne se fait pas de soi ? Ben non, pas vraiment. Aujourd'hui, on est plutôt sur une baisse du nombre d'actifs. Et l'idée, on a quand même une agriculture de qualité, basée sur des produits, vraiment sur des produits de qualité. Pour ça, il nous faut des hommes et des femmes pour faire ce travail-là. Et aujourd'hui, on renouvelle déjà à peu près 70%. Les personnes qui s'arrêtent sont renouvelées à 70% et l'objectif c'est d'arriver à 100% d'ici la fin du mandat. Le métier d'agriculteur, dans tous les filières et dans tous les types de métiers qui peuvent exister dans cette filière-là, ne fait plus rêver la profession ? Si, quand même, dans l'ensemble, on a pas mal de candidats à l'installation qui se disent qu'ils ont peut-être un projet agricole. Mais je pense que oui, on a quand même une partie à redorer cette image, à parler de façon positive de l'agriculture. Je pense que c'est une vraie problématique, ça. Et voilà, pour redonner envie, notamment on est des secteurs avec beaucoup d'élevage, voilà, avec des productions laitières fortes, des produits quand même emblématiques, même au niveau national. Et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on arrive à remotiver des jeunes pour revenir s'installer et à lever les freins pour qu'ils puissent s'installer. Donc comment ? C'est-à-dire, là, vous organisez une journée vendredi avec une centaine de porteurs de projets vraiment sur cette thématique-là. Il y a également Pôle emploi de Montmélian qui gère ça, je crois, sur l'ensemble de la Savoie, qui organise cette semaine, sa semaine de l'agriculture. Qu'est-ce qui peut être mis en place pour favoriser l'installation de jeunes agriculteurs ? Déjà, premièrement, la mise en relation. Aujourd'hui, on a lancé une action, la Chambre d'agriculture, où toutes les personnes qui ont plus de 58 ans vont recevoir un courrier pour bien leur rappeler qu'ils vont arriver à la retraite et que du coup, il faut qu'ils anticipent le fait de céder leur exploitation, ce qui est déjà un premier pas, parce qu'il y en a beaucoup qui se réveillent juste avant, voilà, ouais, parce que personne n'est pressé de voir arriver à la retraite non plus, donc, dans l'ensemble. Donc voilà, du coup, c'est qu'ils prennent le temps d'anticiper leur retraite et du coup aussi de faciliter cette transmission, ce qui n'est pas si facile que ça, et puis du coup d'avoir plus le temps de mettre des porteurs de projets qui peuvent venir voir l'exploitation, voir si ça leur correspond, réinventer aussi leurs projets, puisque je pense que les jeunes agriculteurs n'auront pas forcément ni la façon de travailler, ni la façon de vivre des anciens. Donc voilà, c'est tout un cheminement à faire, et pour ça, il faut arriver à anticiper les choses. Puis après, il y a sûrement des outils de portage ou autres qui commencent à pouvoir se mettre en place, comme par exemple les jeunes agriculteurs
porte un projet qui s'appelle le FAST. C'est un fonds stratégique pour l'installation. Et du coup, ça permet aussi de faciliter cette transmission, puisqu'aujourd'hui, notamment en élevage, on a de forts capitaux. Et du coup, il faut être capable de porter ces capitaux. Voilà. Mais dans toutes les productions, hein, même les productions pérennes, comme la vigne et autres, il y a des gros capitaux. Et il faut être capable d'accompagner toute cette transition. Ouais, ne pas les laisser seuls, parce que dans les porteurs de projets, dans ceux qui ont envie de s'installer, tous ne viennent pas forcément du monde agricole. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, ça se transmettait plus de père en fils, pour caricaturer, et que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui. Non, aujourd'hui, c'est moins le cas. Je crois que l'année passée, c'est la première fois qu'on a eu plus d'installations de personnes qu'on appelle hors cadre familial, Oui. voilà, que dans le cadre familial. Donc voilà, il y a une vraie, aujourd'hui, il y a une vraie mutation à avoir. Ça ne se transmet pas forcément de génération en génération. Voilà, je pense qu'il faut que les jeunes ils aient envie. Avant, je pense qu'on leur posait peut-être moins la question, mais là, il faut qu'ils aient envie. Donc, du coup, on a peut-être des enfants d'agriculteurs qui, eux, n'ont pas du tout envie de ce métier. Et puis, par contre, à l'inverse, des jeunes qui viennent d'autres milieux, qui, eux, ont envie de faire ce métier et ont envie d'essayer. Et du coup, voilà, c'est comment accompagner aussi ces installations qui, du coup, sont peut-être un peu plus compliquées. Mais il faut qu'on donne leur chance à tous ceux qui veulent avoir un projet en agriculture. Et ces jeunes, vous les rencontrez régulièrement, en tout cas une certaine partie, puisque vous êtes également président du centre d'élevage de Poisy. Ça fait un peu plus de 2 ans. Donc c'est un centre qui prépare les jeunes adolescents et adultes au métier d'éleveur. Vous sentez de l'envie? Oui, il y a une réelle motivation. On n'a jamais eu autant de jeunes au centre d'élevage de Poisy, cette rentrée-là. Donc ça, c'est un bon signe? C'est un très bon signe. Et surtout, ils sont là parce qu'ils veulent le faire en alternance et en faisant quelque chose de concret, quoi. Voilà, c'est ce que leur amène le centre d'élevage de Poisy. C'est aussi une autre forme d'apprentissage. Et du coup, ces jeunes, ils sont et sur la ferme du centre d'élevage et dans des exploitations, puisque nous, on a la particularité d'avoir une ferme avec un troupeau. Et les jeunes, ils s'essayent à ce métier en direct et après, ils le font aussi chez leur maître d'apprentissage. Et du coup, voilà, ils rentrent avec quelque chose de très concret, ils sont vraiment dans le métier. Alors, bien sûr, il faut qu'ils continuent leur cursus, voilà, mais c'est vraiment un très bon pied à l'étrier. Et du coup, on a des tas de jeunes qui viennent qui viennent découvrir ce métier. Et du coup, on pense que c'est un vrai vivier de jeunes pour reprendre des exploitations de main ou pour y travailler, pour être peut-être salarié agricole. Voilà. Alors un tout autre sujet qui va sans doute vous préoccuper, j'en doute pas, c'est celui de la sécheresse. On en a beaucoup parlé l'année dernière. On va voir une carte. La préfecture de Haute-Savoie a annoncé que la calamité agricole était reconnue sur une grosse partie des communes du département, l'ensemble de l'Ain. Pour la Savoie, ça marche pour les aides régionales, mais pas pour les aides nationales, puisqu'il y a différents critères. Est-ce qu'on peut considérer que la situation aujourd'hui, elle est réglée pour les agriculteurs qui ont beaucoup souffert de la sécheresse l'été et l'automne dernier? Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est réglé, puisque même malgré l'aide qu'on a pu recevoir, cette année, la particularité, c'est que ça a quand même été une sécheresse qui s'est étendue au niveau national. Et notamment pour les éleveurs, la matière première, les fourrages, le prix a complètement flambé. Et du coup, malgré l'aide, ça ne compensera pas la perte qu'il y a pu avoir sur les exploitations. Donc voilà, mais par contre, je pense que c'est le bienvenu pour ces exploitations qui peuvent quand même, ça leur permettra de passer le cap de cet hiver. Mais il ne faudra pas qu'on ait... on sait que ces années, elles risquent de se reproduire. Il faut qu'on se prépare dans l'ensemble des productions qu'on peut avoir sur nos 2 départements. Il faut qu'on se prépare à ce changement climatique. Et de quelle façon, du coup, vous y préparez? On lance tout un travail là-dessus. Déjà, on commence à faire de la recherche, notamment au niveau de la PCA. Il y a une cellule l'Assemblée permanente des champs d'agriculture, pardon, voilà, au niveau national. Donc, qui a toute une équipe dédiée au changement climatique. Et puis, on commence à amener des actions sur le terrain qui peuvent être différentes. On a amené du conseil pour les méthodes culturelles chez les agriculteurs pour s'adapter au fait qu'il y ait moins de précipitations, de façon
plus espacés, des coups de chaleur bien plus importants. Voilà, on essaye d'accompagner ça. Et puis peut-être mettre en place des équipements. Par exemple, en Savoie, sur la chaîne de l'Épine, on lance un projet qui se fait avec l'agglomération chambérienne pour faire des retenues collinaires, notamment du maraîchage, pour pouvoir faire de l'irrigation. Voilà, il y a des projets qui se lancent, il faut qu'on les accompagne. Et je pense qu'aujourd'hui, les solutions, on ne les a pas toutes. Il va sûrement falloir qu'on les invente. Il va peut-être falloir qu'on aille voir dans le sud comment ils travaillent. Mais il va falloir faire vite. Il va falloir faire vite, il va falloir qu'on s'adapte. Ouais. Mais on a quand même une agriculture ici qui est particulière, avec des produits particuliers. Et il faut aussi qu'on garde notre Oui, parce qu'il y a des cahiers des charges très précis, Voilà. notamment pour toute la fabrication du lait, des fromages AOP, etc. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Non, voilà, on a des cahiers des charges. Il faut aussi que le conseil qu'on puisse à nos agriculteurs et les changements de méthode rentrent dans ces cahiers des charges. Donc du coup, voilà, il faut qu'on travaille. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il va falloir qu'on le fasse plutôt vite. Donc vous n'allez pas vous ennuyer pendant Non. cette mandature. Mais je pense pas que Sacré défi. Voilà, il y a un vrai défi et je pense pas que je vais m'ennuyer. Avec Eh toute ben, mon équipe. merci alors de nous avoir accordé un peu de temps sur ce plateau. Merci Merci. beaucoup. Je vous laisse rejoindre la régie. Le temps pour moi d'accueillir Clémence pour notre revue de presse quotidienne. Et on commence du côté du Grand Annecy avec de nouveaux vélos électriques pour le public. Et oui, alors le Grand Annecy vient d'acquérir précisément Fanette 300 vélos à assistance électrique. Ils seront mis à la location avec des tarifs préférentiels pour les habitants. Alors ça concerne 34 communes du coup du Grand Annecy. Alors le but bien sûr ce n'est pas de faire de l'ombre aux nombreux loueurs de vélos qu'il peut y avoir à Annecy, mais plutôt d'inciter les habitants à utiliser des modes de transport et de déplacement doux. Ça s'appelle comme ça tout simplement. Alors plus précisément, si vous choisissez un abonnement à l'année, le vélo électrique qu'on voit ici devrait revenir à un peu moins d'1 € par jour. Il faut faire le calcul après tout simplement selon votre budget. Vous pouvez retrouver ces vélos à Vélo Annecy, le service de location des vélos urbains dans le hall multimodal de la gare d'Annecy. Et si l'opération est un succès, 300 vélos de plus pourraient être ajoutés à la flotte déjà existante. Et puis la lutte contre le harcèlement qui se poursuit. Oui, alors là, ce sont des élèves, des enseignants, des surveillants et des infirmières du lycée Louis Lachenal d'Argonnet qui viennent d'entamer une semaine complète de sensibilisation à toutes les formes de harcèlement. Alors, on le sait aujourd'hui puisqu'on en parle de plus en plus et tant mieux d'ailleurs. C'est un véritable fléau, le harcèlement, notamment à l'école, qui fait des victimes. Il est polymorphe, en fait. Il est aussi bien psychologique que physique. Il passe aussi sur Internet et on le sait notamment en plus avec les jeunes et les réseaux sociaux que dans la rue. Alors, comment faire pour sensibiliser les jeunes ? Eh bien, eux ont choisi des affiches et des vidéos réalisées par les élèves, tout simplement. Il y aura aussi des projections de films et des moments d'échange entre des élèves qui ont été formés contre le harcèlement, pour lutter contre le harcèlement, et d'autres élèves qui ne sont pas encore formés, histoire de transmettre aussi un message. C'est pas plus mal. Il y aura aussi, bien sûr, des conseillers d'éducation et des infirmières qui participeront à ces moments d'échange. Alors, une semaine pour rappeler aussi que le harcèlement, ce n'est pas anecdotique et qu'il tue. Journée spéciale, demain, dans ce lycée, la journée de la jupe où tous les élèves, filles et garçons, sont invités à venir en jupe, tout simplement, au lycée. Là aussi, pour dénoncer le sexisme quotidien que peuvent rencontrer les étudiantes. Une belle initiative. Demain, tout en jupe. Et toi, Fanette, pour ta revue de presse, on commence avec une histoire de privatisation de barrages Info ou Intox. Oui, et puis alors c'est compliqué, donc je vais essayer d'être claire et synthétique. Donc en fait, la Commission européenne a lancé jeudi une procédure d'infraction contre 8 pays, dont la France, pour faire respecter les règles de mise en concurrence sur le marché de l'énergie hydraulique. Donc un lecteur a posé la question à Check News, qui est une partie de Libération, pour vérifier l'info. En gros, l'Europe oblige-t-elle la France à privatiser ses barrages? C'est compliqué, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Avant, c'est l'État français qui était propriétaire des barrages, qu'il a concédé après la guerre pour une durée de 75 ans en général. Là, on arrive sur la fin de ces concessions. La plupart, c'était évidemment EDF, qui était un établissement public. Ce n'est plus le cas, donc il y a une mise en concurrence obligatoire, entre guillemets, puisque c'est devenu un opérateur privé. Ça fait 10 ans qu'il y a des allers-retours entre les différents pays et l'Union européenne, qu'il y a des rapports parlementaires sur la question, parce que ça pose aussi des enjeux de sûreté et de sécurité. Il y a 150 concessions quand même qui sont concernées en France d'ici 2023. Donc,
c'est pas vraiment une obligation de privatiser, mais il y a une obligation de mise en concurrence. Et en tout cas, les négociations se poursuivent parce que la France n'a pas vraiment décidé de lâcher et ça se poursuit en toute discrétion. C'est pour ça que c'est compliqué aussi parce que tout se fait un petit peu dans le secret des hautes sphères. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler puisque en Savoie-Mont-Blanc, on le sait, il y a pas mal de barrages. Donc c'est une question sans vraiment de réponse. Mais Voilà. tu as réussi à le synthétiser au moins. Et on passe aux élections européennes qui approchent à grands pas. Voilà, là c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Donc les élections européennes, elles auront lieu le dimanche 26 mai, un seul tour, scrutin universel à un tour, avec les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne. Seules les listes qui franchissent la barre des 5% des suffrages exprimés bénéficient d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix. C'est très clair. Donc il y a 15 jours pour aller voter. Et si ce n'est pas encore fait, si vous n'êtes pas encore inscrit sur la liste électorale, vous avez jusqu'au 31 mars. Donc il reste quelques jours. Merci beaucoup Clémence, à tout à l'heure pour le rappel des titres. On va parler maintenant d'une page qui se tourne, celle de Bon Appétit. Je reçois Victor Galuchot et Fabien, je vous en prie, Fabien Mayer-Hofer. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors vous avez imaginé il y a 8 ans Bon Appétit, depuis 54 000 followers, un peu plus sur Facebook, 60 films produits un petit peu aux quatre coins du monde. Quel était l'objectif à la base de cette web-série? Surtout, est-ce qu'il a été rempli 8 ans après? Je crois que oui. Il y avait Nico Favre, c'est notre caméraman avec nous, il n'a pas pu être là ce soir. Ouais. Donc, oui, c'est pas vraiment une page qui se tourne, parce qu'on va continuer quand même à faire des épisodes longs. Mais oui, je pense que c'était un pari réussi. On ne pensait pas faire aussi longtemps, on ne pensait faire que 3 ans. Et voilà, on est arrivé jusqu'à 8 ans et c'était le moment de commencer à faire autre chose aussi, essayer de gratter ailleurs. L'esprit de Bon Appétit? C'est la passion du ski, c'est le côté vraiment les copains. Nous, on a toujours fait des épisodes accompagnés par des potes, justement pour mettre en avant les autres et pas forcément nous. Et puis, je crois qu'en gros, c'est ça. Ouais, en fait, quand on a attaqué à faire ces vidéos, il y avait surtout des vidéos où on montrait le meilleur, celui qui a fait la plus grosse barre, le plus gros saut et tout. Et nous, on voulait montrer pas le vrai ski, mais le ski qu'on pratiquait. Donc, des fois dans la mauvaise neige, dans les pierres. Et puis, quand même, essayer de faire des vidéos toutes les 2 semaines, quoi. Vous l'avez un petit peu dit, il y a beaucoup de vidéos de ski. Qu'est-ce qui a fait du coup le succès? C'est vraiment cet esprit entre copains, l'esprit de convivialité. Les gens ont envie de voir ça en fait. Je pense que les gens ressentaient peut-être vraiment une distance avec ce qu'on pouvait voir avec des gens qui montraient des vidéos de 3 minutes où ils avaient fait de l'hélico en Alaska et que nous on avait vraiment envie de montrer qu'en France, en Europe, avec des budgets moins importants et juste parce que tu aimes ça et que tu as des amis passionnés, tu peux faire du bon ski. Et, à mon avis, c'est ce qui a vraiment parlé aux gens dans ce qu'on fait. On regarde un petit extrait. Oh Jean-Michel, on vient de passer 3 heures de rando pour venir te voir. Ça fait 3 ans que tu te prends pour un syndicaliste, va falloir te mettre au boulot. Mon petit bonhomme, je t'arrête tout de suite. C'est pas parce que t'as traîné ton gras jusqu'ici que je vais te dérouler le tapis blanc. Surtout que j'ai déjà bien fait le boulot cet hiver, pendant que vous faisiez que de skier pour votre gueule au lieu d'attaquer Bonap. J'en ai même la preuve en image. Pourquoi tourner la page, ou en tout cas imaginer autre chose, puisque manifestement c'est pas vraiment une page qui se tourne. Envie d'autre chose, c'est-à-dire petite panne d'inspiration, ou c'était vraiment l'envie de transmission? Non, je pense qu'on aurait pu continuer. Après, on sait l'épisode qui marche, comment il fallait le faire, ce qui marchait, un peu d'humour et tout. Et on avait envie de faire un peu autre chose. Et puis voilà, en 8 ans, on a vieilli. On a attaqué, on avait 25 ans. Maintenant, on est un peu plus vieux. Il y a nos vies perso aussi qui ont changé. Donc, c'est quand même hyper prenant de faire une vidéo. Au début, c'était toutes les 2 semaines. Et après, c'était toutes les 3 semaines pendant l'hiver. On faisait que ça. Et voilà, c'était le moment de lever un peu le pied, je pense, pour tout le monde, quoi. Donc maintenant, Bon Appétit, la page existe encore. On y trouve Génération Bon Appétit, si je ne me trompe pas, avec l'envie vraiment de transmettre et de mettre en avant les jeunes. Bon, alors, vous n'êtes pas bien vieux, je ne veux pas vous faire offense, mais des plus jeunes.
Ouais, du coup, on a fait gagner un concours vidéo et on a sélectionné 3 jeunes et on les épaule sur la saison. Donc ils ont un coup de pouce financier, ils ont du matériel et puis surtout nous on vient un peu les voir sur le terrain et on essaye de filmer avec eux, on essaye de leur montrer nous comment on filmait et puis on essaye un peu de leur passer nos savoirs pour que eux ils puissent faire des vidéos de qualité et éventuellement réussir à faire une carrière comme on a pu faire, quoi. En fait, ils ont déjà un créneau pour le high five réservé à eux, pour la séance où nous, on aura notre prochain film. Et s'ils font une bonne vidéo, voilà, c'est parti, ils auront leur vidéo High Five Festival et ils pourront présenter ça à tout le monde, quoi. Et le fait d'être labellisé Bon Appétit, soutenu par vous, ça leur ouvre des portes? Et j'espère. Il y a un problème. Au pire, ça leur ouvrira un bon apéro à un moment donné, c'est tout, quoi. Ces jeunes, vous en pensez quoi? C'est-à-dire que si vous en avez sélectionné 3, je suppose qu'il y en avait pas mal. On a reçu à peu près 85 vidéos. Vous en pensez quoi de ce qui arrive après vous? La relève est assurée? Ah oui, c'est sûr, c'est notre façon de skier. Nous, on est tous, ce que je pense, c'est qu'on est tous du ski alpin ou du ski de boss. Eux, ils ont appris à skier directement dans la poudreuse, dans les snowparks. Et je trouve qu'ils ont une autre façon de voir la montagne et de skier. Donc c'est intéressant quand même de les voir évoluer dans leurs vidéos. Ouais. Et dernière question, on va encore vous voir et sur des skis et sur les vidéos. On vous retrouve quand? Chaque saison, nous, on va continuer à faire au moins un film long. Puis on fait aussi des images tout au long de la saison, mais plus de notre côté. Donc on nous voit encore un petit peu à droite, à gauche. Puis surtout, le gros rendez-vous, ce sera le high five avec un épisode long. Au mois d'octobre? C'est ça. Si je ne me trompe pas. Ouais. Et sinon, c'est sur nos réseaux sociaux pour voir ce qu'on fait tout l'hiver, parce qu'on a quand même des activités aussi qui continuent, quoi. Eh ben merci en tout cas d'être venu nous parler de. Alors donc c'est pas une page qui se tourne, mais voilà, de cette nouvelle page. Une demi-page. Une demi-page. Une demi-page. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'accueille maintenant un autre duo, je vous en prie, Thomas Rouault, PDG de Snow Leader, et Augustin Vibert, cofondateur de Mélange des Alpes. Bonsoir. Bonsoir. Il en manque un, il arrive. J'avais dit que je prendrais une bouteille, mais elle est là, parfait. Et vous vous équipez. Donc du coup, Augustin, vous étiez sur le plateau d'Accès Direct avec votre associé il y a à peu près 1 an et demi. C'était au lancement de Mélange des Alpes. J'en déduis au regard du partenariat dont on va parler aujourd'hui que ça s'est bien passé cette année et demie. Vous vous êtes bien développé. Oui, on a une super belle première saison qui nous a donné confiance et ça s'est confirmé cette année-là. On a fait encore une très belle saison. On espère que ça continue, surtout avec ce type de partenariat qui étoffe encore plus l'activité. Alors, Mélange des Alpes, on rappelle, l'idée c'est cette bouteille qu'on voit sur la table. Donc c'est une bouteille de Génépi avec tout ce qu'il faut pour faire du Génépi. Il reste juste à ajouter l'alcool. L'alcool de son choix. Voilà. L'alcool de son choix, à consommer évidemment avec modération. Donc tout est local, assemblé dans le bassin annécien. Snow Leader, vous êtes implanté autour d'Annecy, d'abord Grand Bornand, ensuite Annecy depuis 10 ans. C'est cet ancrage local-là qui vous a séduit et c'est ça qui vous a rapproché? Nous au départ on offre toujours des reblochons pour tous nos clients qui commandent plus de 150 €. Et depuis le départ, on cherchait une solution pour pouvoir offrir du Génépi. On avait cette contrainte de l'alcool. Et donc là, avec Mélange des Alpes, du coup, on a résolu le problème puisqu'on arrive à offrir du Génépi à nos clients dans le monde entier et sans avoir la contrainte de l'alcool, puisque du coup, c'est juste un mélange avec l'herbe, le Génépi naturel et le sucre. Et ensuite, les clients rajoutent l'alcool de leur choix. Et donc, ça nous permet d'offrir un morceau de territoire de Savoie à nos clients à travers le monde. Qui a dragué l'autre? Comment ça s'est fait la rencontre, si je puis dire? C'est grâce à toi en fait la rencontre. Ah bon? Ouais. Non, mais en plus, alors tant mieux. Je suis ravie d'avoir ce rôle-là. Non, on les a contactés via LinkedIn, mais avec un peu d'aide. Et du coup. Mais c'était après une émission. C'était quand on est passé il y a 1 an. Vous étiez venu il y a quoi? Au mois d'octobre, je crois peut-être. On était venu pour les 10 ans. Ouais, voilà. Et du coup, à la suite de l'émission, j'ai reçu un petit message sur LinkedIn. Où justement on expliquait notre concept de cadeau. Et du coup, ils nous ont contactés en disant on a une idée. J'avais vu la rediff à 1h du match, je crois, du reportage avec Thomas. Et j'en ai parlé à Flo le lendemain. Et on les a contactés. Et on
on était agréablement surpris parce qu'on a une réponse rapide, alors que bon, c'est que vous êtes quand même assez costaud sur la région. Donc ça a pu entamer le processus de réfléchir à comment associer ça avec Snow Leader et sortir une bouteille qui correspond à leur cahier des charges, que ce soit pour de l'envoi, donc plus petite, plus adaptée, et pour pouvoir sortir cette petite bouteille. Voilà. Le point commun de tout ça, c'est vraiment l'ancrage local, que ce soit Snow Leader, on en a déjà parlé sur 8 Mont Blanc, voilà, le siège il est à Annecy, les stocks, etc. Mélange des Alpes, il y a beaucoup de choses aussi qui sont fabriquées plus ou moins dans le coin. Ici, hein. Et ça, c'est assemblé à la DTP, donc on est là au niveau de Crangevrier, toujours autour d'Annecy. C'est ça le fil conducteur de toute cette aventure-là? On avait vraiment à cœur sur cette aventure de travailler, de continuer à mettre en avant le côté local. C'est 3 belles entités, plus ou moins grosses, qui vont travailler ensemble pour sortir autre chose que juste un petit cadeau qu'on met dans un colis. C'est apporter déjà un ancrage alpin qui est aussi le cœur de ce que représente aussi Snow Leader, c'est la montagne. De pouvoir leur proposer ça et de faire marcher ADTP avec ce côté social et un solidaire, économie solidaire. Ouais. Et voilà, pour vraiment arriver sur autre chose, juste un petit goodies qu'on offre à la fin, c'est un vrai partenariat social et intéressant pour les clients de Snow Leader. Tu parlais d'économie solidaire, c'est ça aussi qui vous a séduit chez Snow Leader? Ouais, parce que depuis le début aussi, on a un produit qui s'appelle l'Eurobloche, donc c'est un don que les clients peuvent faire au moment du panier d'€1. Et nous, ensuite, on vient doubler ce don par la suite. Donc on aide différentes associations, soit à but environnemental, type Mountain Rider, ou sur des projets plus comme mécénat chirurgie cardiaque, par exemple. Et donc là, le fait de donner de l'activité à la DTP qui emploie des travailleurs handicapés, du coup, on trouve ça cool aussi de pouvoir redistribuer, entre guillemets, une partie de l'activité, de la valeur qu'on crée à des gens qui sont en difficulté, quoi. Dans vos 2 entreprises respectives, l'ancrage local, c'est vraiment le cœur du sujet. C'est une vraie valeur ajoutée en tout cas? Dans le cas de Snow Leader, oui, puisque la valeur ajoutée qu'on promet aux clients, c'est notre connaissance des produits en étant pratiquant. Et du coup, ça, pour être pratiquant, il faut être basé à proximité des lieux de pratique. Et donc, du coup, c'est un gage de confiance vis-à-vis de nos clients. Et de même pour nous, c'était important dès le départ, de par le produit en lui-même, qui est un produit qui est alpin, qui est de chez nous. On n'allait pas aller le faire ailleurs, et donc il fallait qu'on ait vraiment un réseau de travail qui était vraiment au cœur des Alpes. Et au moins ça permet, on peut tout faire en vélo, on peut aller à Snow Leader en vélo, passer au bureau et passer contrôler la production ADTP, parce qu'on est vraiment à côté l'un de l'autre. Donc ça facilite aussi le travail là-dessus. Alors, une question pour chacun avant de finir. Comment s'est passé l'hiver pour Snow Leader 2018-2019? Vous êtes sur une croissance à 2 chiffres Snow Leader depuis plusieurs années. Ça continue? Ça continue, ça s'accélère. Ça s'accélère. Comme quoi c'est possible? Comme quoi c'est possible. Après, ça a été une année, une saison, on va dire, en dents de scie, puisque la crise des Gilets jaunes nous a quand même pas mal impacté, à la fois sur les magasins qui sont restés fermés certains samedis, notamment à Lyon. Et du coup un climat de consommation qui a été morose début décembre, mais in fine nivelé sur l'ensemble de la saison. C'est une excellente saison, on a eu des conditions de neigement qui ont été bonnes, les nouveaux pays qu'on a ouverts fonctionnent très bien. Lesquels? L'Espagne notamment, la Belgique aussi a bien progressé. Donc une super saison et pourvu que ça dure. Mélange des Alpes, on vous souhaite la même ascension? Dans 10 ans, vous avez un siège de je ne sais pas plus combien de mètres carrés à Chavanot. Ouais, on sera à côté. Ça serait bien. On développe tout ce qu'il faut pour... on a remorté un nouveau produit fin avril pour justement pour développer la boîte, tout simplement. Un produit? On reste sur le même esprit, pour être sur un produit très artisanal, on quitte juste les Alpes, on va un petit peu plus loin. Mais on reste sur quelque chose de très sympa et avec cette même façon de travailler, terroir et social. C'est tout le mal qu'on peut vous souhaiter. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci à toi. Et donc, je rappelle évidemment à boire avec modération. Enfin là, elles sont vides, donc tout va bien. Merci. Clémence,
Le rappel des titres et on va parler du Brexit pour commencer. Et oui, le Brexit qui inquiète en station. Les ressortissants britanniques sont nombreux. Certains ont un réel poids dans l'économie locale. Victoria nous propose un petit point sur la situation. Et puis le deuxième, les pompiers de Thonon. Absolument, les pompiers, les sapeurs-pompiers de Thonon-les-Bains qui ont déménagé. Alors leur nouvelle caserne, elle reste à Thonon-les-Bains. Et c'est Camille Rivollet qui était sur place ce matin pour la descente des couleurs de l'ancienne caserne. Merci beaucoup, tu ne bouges pas tout de suite. C'est le JT, vous ne bougez pas non plus. On vous retrouve dans quelques minutes, juste après une toute petite page de pub. À tout de suite.